C'est vrai que cette affaire de Théoule-sur-Mer, je le disais, a suscité énormément de réactions et vous avez reçu, Roselyne, beaucoup de messages. Oui, beaucoup de témoignages, parce qu'on se rend compte que ces histoires de squat ou alors de locataires abusifs, ça arrive en fait beaucoup plus qu'on ne croit et les propriétaires ne sont pas tous des nantis. Loin de là, regardez Carole par exemple, qui nous explique que les grands-parents de son mari, âgés de 87 et 90 ans, ne peuvent plus vivre dans leur maison qui leur appartient depuis plus de 50 ans. Donc on parle de leur résidence principale, la seule qu'ils possèdent. Ça se passe à Pierrelatte dans la Drôme. Après des problèmes de santé, ils ont dû aller en maison de santé temporairement et une femme en a profité avec son fils de 25 ans pour prendre possession des lieux. Depuis, ils refusent de partir et les grands-parents, eux, sont obligés de louer un tout petit appartement avec seulement quelques meubles et situation financière catastrophique. Ça fait 2 ans que c'est bloqué comme ça. Avec nous, maître Lorraine Derry. Bonjour, merci d'être en direct, avocate en droit immobilier, experte aussi en location touristique, c'est les Airbnb et autres. Là, on parle donc d'une résidence principale, le seul bien de ces personnes âgées. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Eh bien, s'il y a une procédure qui a été menée, s'agissant d'une résidence principale, normalement, il ne devrait pas y avoir de trêve hivernale dans ce cas-là. Et si ma mémoire est bonne, dans ce cas-là, ils étaient confrontés à la trêve hivernale. Et c'est pour ça que... Leurs petits-enfants expliquent que ça traîne, que c'est bloqué, trêve hivernale, Covid, Exactement. Justice au ralenti. Souvent, il faut aller en appel. 2 ans, vous vous rendez compte ? Non, c'est énorme, mais je pense que soit l'avocat, soit le juge n'a pas mis en exergue le fait qu'il s'agissait de leur résidence principale, à moins que la procédure ait été menée avant la loi Elan qui date du 23 novembre 2018, auquel cas, à l'époque, la trêve hivernale pouvait s'appliquer aux squatteurs. Mais là, en tout cas, depuis novembre 2018, il n'y a plus de trêve hivernale. Donc, soit l'avocat ou le juge n'a pas retenu le fait qu'il s'agissait de leur résidence principale, à savoir que c'est une résidence qui est occupée plus de 8 mois par an, sauf cas de force majeure et aussi, notamment, raison de santé. Donc, le fait qu'ils aient quitté leur logement pour aller dans une maison de retraite ne leur fait pas perdre le statut de résidence principale. Donc non, ce n'est pas normal. Est-ce que maintenant que la procédure est lancée, est en cours, on peut accélérer les choses d'une façon ou d'une autre ? Alors, le souci qui se pose, c'est que je ne sais pas où ils en sont au stade de cette procédure. S'ils ont reçu un jugement ou une ordonnance prononçant cette expulsion, et donc je devine que le concours de la force publique a dû être sollicité, mais que le préfet s'y est refusé, ou alors on attend et ça fait encore des délais. Ou alors on attend, mais si ça dure 2 ans, il est fort probable que le concours de la force publique a dû être sollicité. Et dans ce cas, il leur reste l'opportunité de faire une action contre l'État qui relève devant le tribunal administratif, c'est une procédure administrative, et auquel cas, l'État pourra les indemniser au versement d'une indemnité d'occupation comprenant la date du refus, pour la période comprise entre la date du refus du préfet et l'expulsion effective de ces squatteurs. Bon, voilà. Et là, est-ce que le fait que parmi les squatteurs il y ait des enfants, là en l'occurrence je crois un enfant... 25 ans, c'est un grand enfant. Oui, mais parce que ça peut jouer. Oui, mais est-ce que ça peut jouer vous avez raison, ça joue. Ouais. Alors oui, j'avais peur d'être trop longue, mais oui, ça peut jouer. Ils peuvent solliciter des délais, un délai gracieux, si c'est demandé en justice, jusqu'à 3 ans. Mais honnêtement, c'est accordé que d'une manière exceptionnelle, selon des circonstances familiales et sociales, et encore faut-il être bonne foi. Et difficile que ce soit le cas dans le cadre d'un squat, mais ça peut arriver. Là, il y a les petits-enfants qui nous racontent aussi que cette femme qui squatte la maison vend visiblement des biens sur Internet. Ils les retrouvent sur différents sites de revente en ligne. Est-ce que là, ils ont moyen aussi de poursuivre par un autre biais ? Alors là, c'est assez extraordinaire. Déjà, je l'inviterai à tout de suite faire un constat d'huissier sur Internet. C'est-à-dire, on prend une photo du site et on compare avec des photos de famille ou des trucs comme ça pour prouver que c'était bien les meubles des grands-parents ? Je devine qu'ils sont toujours dans les lieux puisqu'ils n'ont pas été expulsés. Donc, certainement que le rôle de l'huissier sera faire ça très bien. Moi, je ne vois pas de quelle manière ces annonces ont été publiées. Mais si tel est le cas, s'il y a des éléments probants qui prouvent bien que c'est dans le domicile de ces personnes-là, il conviendra de faire un constat d'huissier et de porter plainte en expliquant les objets qui vous appartiennent, faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur et attendre. On peut aussi intenter une action à leur encontre, mais en réalité, c'est des gens bien souvent insolvables, donc à part perdre du temps et de l'argent. Et ensuite, on peut aussi faire une action pénale, car le vol ou le recel, ça peut être aussi du recel. Je suis pas pénaliste, mais je devine que ça peut être aussi requalifié comme du recel, est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, ou vol aggravé, 5 ans d'emprisonnement et 3 ans. Mais bon.
Encore faut-il avoir l'argent et le temps. Et le temps, ouais. On a aussi ce témoignage maintenant de Christine qui nous explique que son mari et elle ont mis 18 mois à récupérer leur maison et dans quel état. Elle nous a envoyé notamment une coupure de presse, un électroménager inutilisable, moisissure, plus d'ampoules ni de poignées de porte. On en était là. Ils ont dévissé les poignées de porte, cellier rempli d'ordures. Ils ont même embarqué les jouets des petits-enfants. C'était en 2013-2014, donc c'est fini. Mais les squatteurs, dit-elle, n'ont jamais été punis. Donc c'est ça en fait, ils sont expulsés au bout du compte. Et puis c'est tout ? Ils sont expulsés. Encore une fois, vous pouvez déclarer votre sinistre auprès de votre assureur, parce que vous êtes en principe tenu d'assurer votre maison. Et oui, et voilà. Et faire une action à titre pénal. Mais bon, en général... Voilà, c'était la presse locale, c'était Nice Matin qui avait fait un reportage à l'époque. Ils retrouvent leur maison, mais on se sent plus chez soi. On a comme... l'intimité a été violée, exactement. C'est un viol. Et la loi est, à mon sens... extrêmement néfaste pour les propriétaires. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer d'ailleurs? Parce que beaucoup de gens, à l'occasion de cette affaire, donc de ce couple de retraités lyonnais à Théoule-sur-Mer, beaucoup de gens se sont interrogés, se disent mais comment la loi peut être aussi, entre guillemets, permissive envers les squatteurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu déclencher ce genre de choses dans l'écriture de ces lois précédemment? Eh bien, selon moi, les lois fixent un cadre général. On ne prend pas forcément en compte, d'un point de vue pratique, ce que ça engendre. C'est des très jolis textes. Enfin, je m'avance peut-être un peu en tant qu'avocat, mais pour moi, c'est de très jolis textes, pardon. Mais il faut savoir que selon le lieu où est situé votre bien, les tribunaux peuvent être engorgés. À Paris, par exemple, c'est une catastrophe, la lenteur des procédures due à un engorgement des tribunaux. Donc, ça peut être... donc, tous ces effets pratiques ne sont pas pris en compte. Et aussi, il y a deux droits qui s'opposent. Le droit au logement, qui a été protégé d'un point de vue constitutionnel, et le droit de la propriété, qui est un droit inviolable et sacré. Mais bon... C'est très compliqué. J'espère qu'on fera bouger les choses. Ouais, justement, je voudrais vous faire écouter maintenant cette dame de 78 ans. Elle a hérité de sa mère d'une maison avec une campagne, comme elle dit, avec un jardin. C'est dans le 11e arrondissement de Marseille. C'était il y a 1 an et demi. Et ben, elle y habite toujours pas. Écoutez. Depuis 1 an et demi, je me suis rendu compte qu'il y a des squats dedans. Ils sont différentes familles. Lorsqu'on y va, ils nous menacent. Ils ont envoyé 1000 personnes pour nous faire peur. Ils nous ont couru derrière avec les voitures, à coups de jet d'eau. Enfin, ils ont été... Et on n'y va plus parce qu'on a peur, à mon âge. 2 plaintes que nous avons fait. Ça fait au moins 2 ou 3 fois que je relance l'aide. L'avocat que j'ai vu m'a dit qu'il attendait que tout soit en règle pour pouvoir intervenir. J'ai même j'ai appelé le maire du secteur pour voir ce qu'il pouvait faire. Il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. J'attends. Voilà, qu'est-ce qui reste? Il lui reste les médias, parce que visiblement, il n'y a que ça qui fait bouger les choses. 2 plaintes. Le maire du secteur. Maintenant, elle attend l'aide juridictionnelle aussi, puisqu'ils vont aller devant le tribunal. Et quand est-ce que ça va s'arrêter pour ce cauchemar pour ces 2 vieilles dames? Alors, malheureusement, il est fort probable qu'elles aient pris aussi un avocat généraliste qui ne maîtrise pas forcément ces procédures. Ça coûte cher, un avocat aussi, c'est ce qu'on entend avec ce témoignage. Je comprends évidemment que ça coûte cher. Il y a des avocats commis d'office ou l'aide juridique... commis d'office, pardon, c'est pour le pénal. Mais il y a des avocats, effectivement, ces personnes peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle ou avoir la chance de prendre un avocat qui prenne à cœur ce type de litige. Quoi qu'il en soit, c'est que cette procédure est complexe et que si vous n'êtes pas bien avisé par un avocat, cela peut prendre énormément de temps. Là, pour moi, elle aurait déjà dû avoir une date d'audience pour elle nous a envoyé une photo, il y a une caravane qui bloque l'entrée, elle se fait menacer, c'est quand même incroyable qu'on ne se sente si impuissant. Alors justement, si elle se fait menacer, il y a 2 types il y a plusieurs types pour engager une procédure pour squat. Il y a la procédure longue, c'est ce que font certains avocats, moi je suis complètement contre, c'est une procédure au fond, ça n'a aucun intérêt. Il y a une procédure de référé. À Paris par exemple et dans grand nombre de villes, les délais sont extrêmement longs. Donc il reste le référé d'erreur qui me semble applicable dans son cas d'espèce s'il y a urgence et s'il y a des raisons impérieuses. Cette procédure permet d'avoir une date d'audience à bref délai. Je l'ai eu d'ailleurs moi-même personnellement pour un client sur Paris. En 3 semaines, mon cas était réglé. Donc dans ce cas-là, sachant que ce sont des personnes qui sont assez âgées, qui se sont fait menacer et qui veulent récupérer ce bien peut-être pour en faire un usage
usage à titre de résidence principale, ça je n'ai pas bien entendu, il n'en reste pas moins qu'elles ont des droits et à mon avis, leur cas pourrait être défendu d'une manière un peu plus rapide. Bon, j'espère que ça va les encourager parce que le problème, c'est qu'à entendre tout ça, on a des réactions comme celle de Christian qui nous écrit « Si des gens s'installent chez moi, je règle le problème moi-même à coup de fusil. » Bon, évidemment, se faire justice soi-même, c'est encore plus risqué. Alors déjà, sans le coup de fusil, se faire justice à soi-même, c'est-à-dire rentrer dans les lieux et les sortir, c'est puni. Ça peut être passible d'une amende de 30 000 € et 3 ans d'emprisonnement. C'est ce qu'on risque. Si on rentre chez soi, on sort... Manu militari. Manu militari, les gens qui squattent chez vous, vous pouvez être condamnés pour ça. Voilà, alors maintenant... Ça arrive, vraiment moi, c'est la théorie ou c'est de la théorie. En pratique, ça relève du pénal. Donc moi, je ne fais pas de pénal, mais il n'en reste pas moins que le juge a un pouvoir d'appréciation et effectivement, elles ne doivent pas être beaucoup appliquées en pratique, mais il n'en reste pas moins qu'il pourrait faire de la garde à vue. Ensuite, ça, encore faut-il que pour qu'il soit attrait en justice d'un point de vue pénal, que le squatteur connaisse ses droits. Bien souvent, ils s'en vont et merci, au revoir. Mais il existe des squatteurs organisés et dans ce cas-là, ils connaissent les droits aussi bien que vous et moi. Question concrète. Il m'arrive ce genre de choses. Je viens vous voir. Quel conseil, le premier, parce que souvent en fait le problème c'est que c'est au début que ça se joue, c'est dans les premières heures, les premiers jours. Quel conseil vous me donnez ? Quelle est la façon de régler au plus vite la situation sans forcément engager une procédure et sans aller jusqu'au coup de fusil bien sûr ? Alors, il y a deux cas à distinguer. S'il s'agit de votre résidence principale ou de votre résidence secondaire. Alors faisons les deux cas. Très bien. Alors, s'il s'agit d'une résidence principale. Donc il y a une procédure accélérée qui est souvent méconnue même des avocats, qui a été instaurée par l'article 38 de la loi Dallot, ça c'est pour votre culture personnelle. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il faut déposer plainte pour violation de domicile, premièrement. De prouver qu'il s'agit bien de votre propriété, enfin que vous êtes bien le propriétaire ou en tout cas le locataire en titre. C'est facile, oui. Facile, aujourd'hui on a tous un portable, vous prouvez, à votre notaire, une facture, etc. Et enfin, la police doit se déplacer sur les lieux et constater qu'il y a bien eu, que le logement est bien squatté. Une fois que ces trois éléments sont réunis, ces trois éléments sont cumulatifs et ne sont pas alternatifs. Donc une fois ces trois éléments réunis, vous, par l'intermédiaire d'un avocat, c'est quand même mieux, vous adressez au préfet pour que celui-ci mette en demeure les squatteurs de quitter les lieux. Pour cela, il leur adresse une mise en demeure et le délai pour quitter les lieux ne peut être inférieur à 24 heures. Une fois ce délai expiré, ils se rendent sur les lieux. S'ils ne sont pas partis, ils font appeler, ils appellent la police. Mais attention, ça relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et c'est pas sûr qu'il fasse droit à votre demande. Donc dans ce cas-là, il faudra partir en procédure référée, en procédure devant le juge. Ça, c'est pour le cas de la résidence principale. Résidence secondaire, eh bien, il faut absolument que vous prouvez que le logement a été squatté dans un délai de moins de 48 heures depuis leur introduction dans les lieux. Donc il arrive souvent en pratique, ces squatteurs qui sont très malins vont pouvoir commander quelque chose dans l'appartement, ils sortent un ticket de caisse et ils peuvent prouver qu'ils sont là depuis... pas un ticket de caisse, Deliveroo non, mais... Des pizzas à domicile, ça marche. Pizzas à domicile, voilà, exactement. Et dans ce cas-là, si c'est au-delà de 48 heures, foutu. Admettons, soyons un peu optimistes, que vous arrivez à prouver que vous êtes dans le délai inférieur à 48 heures. Eh bien, dans ce cas-là, pareil, dépôt de plainte, prouver que c'est votre propriété. Les policiers peuvent se déplacer. Ils vont constater qu'il y a eu logement squatté et effraction. Il faut qu'il y ait bien effraction. Et dans ce cas-là, ils peuvent les sortir tout de suite. Ça fait vraiment beaucoup et réagir. Là, ça dure quelques heures. On a aussi des locataires qui ne payaient pas des dettes de 45 000 €. La question finalement que tout le monde se pose, c'est celle de Nathalie dans un langage fleuri, mais c'est l'idée. Comment peut-on faire évoluer cette loi qui clairement semble beaucoup plus favorable aux squatteurs ou aux mauvais payeurs qu'aux propriétaires ? Les propriétaires, encore une fois, ne sont pas des nantis. Alors, les propriétaires ne sont beaucoup de... dans l'image des tribunaux, je devine que les propriétaires, pour eux, ce sont, pour vulgariser les choses, des gens très riches contre des gens très pauvres. Sauf qu'ils oublient que la majorité des copropriétaires, qu'ils achètent une résidence principale ou secondaire, ils ont bien souvent un crédit sur le dos. Et parallèlement à ça, ils ont besoin de louer cela à des locataires pour pouvoir apurer leur contrat de prêt.
Donc c'est très compliqué quand on se trouve avec des procédures extrêmement longues. La plupart d'entre eux sont presque obligés à vendre leurs biens. Ou alors, il y a aussi autre chose, ils leur donnent une somme d'argent pour qu'ils quittent les lieux. Alors ça, c'est très bien organisé. Donc ça va changer ou pas? Ça va évoluer ou pas? Eh bien, faut espérer. J'espère qu'avec tous ces médias, avec l'ampleur qu'a pris cette histoire, et puis il y en a eu d'autres aussi par le passé, eh bien, que les parlementaires vont se bouger, le gouvernement aussi, pour faire évoluer les choses. Le message est passé, et surtout on suivra, bien sûr, ces histoires dont on vous a parlé. On espère que les situations vont se débloquer. Merci beaucoup, Maître.